can't get over. Hello mes soleils et welcome back sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'histoire des maisons de couture qui va changer un petit peu d'habitude car cette fois-ci on s'attaque à une marque qui est historiquement plus tournée maroquinerie que prêt-à-porter. On commence tout de suite avec l'histoire de Louis Vuitton. C'est parti. Louis Vuitton est né en 1821 dans le Jura. À l'âge de 13 ans, en 1835, il quitte le village natal pour se rendre à Paris à pied. En chemin, il prend des petits boulots et demande refuge là où il le pouvait. Et finalement, à l'âge de 16 ans, il parvient à rejoindre la capitale en pleine révolution industrielle. Il se mit alors à travailler comme maletier et à réaliser des coffrets de voyage avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Maréchal. Louis Vuitton était en charge de créer les coffres, mais également de les charger et de les décharger pour les clients. En quelques années, Louis Vuitton a acquis la réputation d'être un très bon artisan parmi la haute classe parisienne, par exemple en s'occupant de la toilette de l'impératrice Eugénie, qui était la femme de Napoléon III. La machine à vapeur révolutionne le transport. Louis Vuitton saisit alors sa chance pour créer des bagages novateurs. En 1854, il quitte finalement Monsieur Maréchal et ouvre son propre atelier de confection à Paris. Il innove en créant une nouvelle forme de bagage, donc des valises carrées, alors qu'à l'époque les valises avaient plutôt des bords arrondis. L'avantage des valises Louis Vuitton, c'est qu'elles permettaient de s'empiler plus facilement et également de ranger plus de choses à l'intérieur. Elles se distinguaient également par leur grande qualité et leur luxe. Petit à petit, son affaire s'agrandit et il déplace son atelier en dehors de Paris à Asnières. En 1859, à l'ouverture de l'atelier, il compte déjà 20 employés. En 1914, il en compte 225. Donc c'est pour vous dire l'expansion qu'a eu la marque en quelques années. Le fils de Louis Vuitton, Georges, le rejoint en 1870 et c'est lui qui va l'inciter à se développer à l'international. Sous son influence, Louis Vuitton va d'abord ouvrir une boutique à Londres, puis à New York et à Philadelphie. Néanmoins, l'ouverture des magasins à l'international va favoriser la contrefaçon. Et pour y faire face, Georges a l'idée de créer un imprimé avec écrit Louis Vuitton marque déposée. Cet imprimé connaît un succès mitigé, du coup en 1896 il a l'idée de créer le fameux monogramme Louis Vuitton qui est encore aujourd'hui l'emblème de la marque Louis Vuitton. Une rumeur voudrait que ce motif ait été inspiré par le carrelage de la cuisine familiale des Vuitton. On peut noter que c'est la toute première fois qu'une entreprise va mettre sa marque autant en avant sur un produit. En 1886 déjà, le père et le fils avaient innové en créant un nouveau système de serrure pour faire face aux vols qui avaient lieu dans les trains et les bateaux. Après plusieurs années à travailler sur ce système ingénieux, Georges en a finalement déposé le brevet et pour la petite anecdote, il avait même défié un magicien de s'extraire d'un coffret Louis Vuitton fermé à clé et il n'y était pas parvenu. En 1959, un brevet est déposé pour une toile en PVC, lin et coton et c'est un matériau qui va permettre à Louis Vuitton de devenir une véritable multinationale en devenant Louis Vuitton SAS. Ce matériau est d'ailleurs l'un des ingrédients magiques de la rentabilité de Louis Vuitton puisque cette toile coûte beaucoup moins cher que du vrai cuir et permettant de faire plus de bénéfices. En 1892, Louis Vuitton meurt et ses héritiers vont d'abord garder la ferme familiale tout en continuant de la faire grandir. Une étape très importante pour la marque a lieu en 1987 avec la fusion de Louis Vuitton et de Moët Hennessy, créant ainsi le groupe LVMH. Le groupe sera finalement racheté en 1989 par l'homme d'affaires Bernard Arnault et la marque va considérablement se développer sous l'impulsion de ce dernier. Entre autres, il va développer la marque au prêt-à-porter, au parfum, à la papeterie, aux chaussures et à l'horlogerie. Il veut également donner une nouvelle image à la marque qui pour l'instant est plutôt classique et luxe. Il aimerait donc lui donner une image plus jeune et plus tendance. Pour cela, il va faire appel à Marc Jacobs qu'il nomme directeur artistique en 1997. En quelques années, cet homme va faire de la marque une marque incontournable dans le domaine de la mode. Vuitton se dévergonde un petit peu et Jacobs donne des couleurs à la toile monogramme lors d'un défilé en 2003. Le créateur n'hésite pas à collaborer avec des artistes pour revisiter la signature de la maison. Par exemple, Stephen Sprouse a recouvert la toile monogramme de graffiti et Takashi Murakami a donné de la couleur au logo. À l'image des défilés Chanel, Marc Jacobs a créé des mises en scène absolument spectaculaires qui ne cessaient de surprendre en revisitant à chaque fois les accessoires iconiques de la maison, par exemple le sac Neverfull ou encore le Speedy. Côté mode, le créateur proposait plutôt des silhouettes inspirées des années 70. Lentement mais sûrement, Louis Vuitton devient alors une marque mode qui va être adoptée par de plus en plus de jeunes. C'est Nicolas Guesquière qui le succède après avoir quitté la maison Balenciaga. Chez Louis Vuitton,
il continue l'œuvre de Jacobs en proposant des silhouettes toujours plus innovantes, tout en respectant l'élégance historique de la maison. En 2014, on peut noter qu'il a revisité les coffres classiques de Louis Vuitton en faisant un mini sac à main, et il a créé également des modèles inédits comme le fameux sac Dauphine qui est devenu à l'époque le hit bag de toutes les modeuses. En 2016, pour le défilé croisière qui a eu lieu au musée d'art moderne de Rio de Janeiro, il a créé des looks totalement futuristes dans une mise en scène hors du commun. Et en 2017, on peut noter qu'il a collaboré avec la marque Supreme, qui était une marque de sportswear qui avait une image assez tournée skater. Et donc c'est une collaboration qui a flouté un petit peu la barrière du luxe avec le streetwear. C'est une direction qu'a choisi d'emprunter son successeur, qui est Virgil Abloh, qui est d'ailleurs le créateur de la marque Off-White. Donc Virgil Abloh devient directeur artistique en 2018. Et il choisit de continuer un peu cette vision streetwear de la marque. Lors du défilé printemps-été 2018, on a par exemple découvert la sneakers LV Archlight, qui est devenue depuis emblématique et adoptée par beaucoup de modeuses. Donc c'est une chaussure à l'allure assez futuriste et avec des découpes assez féminines. Et en 2019, la marque s'est rapprochée du monde du gaming en s'associant à League of Legends avec une collection qui a permis d'attirer une nouvelle clientèle. Il est temps d'aborder l'architecture qui joue un rôle assez important chez Louis Vuitton. En 1912 déjà, Georges Vuitton avait fait construire sur les Champs-Élysées un bel immeuble d'inspiration art déco, et encore aujourd'hui, l'entreprise fait appel à de grands architectes pour créer des boutiques toutes uniques, même si l'on trouve de nombreuses similitudes dans le mobilier intérieur. On peut notamment relever l'architecture de la Fondation Louis Vuitton, qui est située dans le jardin d'acclimatation dans le bois de Boulogne et qui a été créée par l'architecte Franck Gehry, qui avait pour ambition de créer un véritable vaisseau qui représentait en fait la vocation culturelle de la France. C'est devenu un bâtiment emblématique et très ambitieux sur lequel il a tenté de véritables innovations technologiques tout en respectant l'environnement, en ayant pris en compte au préalable la faune, la flore et en ayant étudié les nappes phréatiques. Et Harvard a d'ailleurs inscrit ce bâtiment au programme de son cycle d'études en architecture. Cette fondation symbolise le mécénat de la marque et son engagement pour promouvoir l'art, la culture et le patrimoine. En une vingtaine d'années, Bernard Arnault a fait de la marque le numéro 1 du luxe dans le monde. La marge dégagée par l'entreprise représente plus de la moitié des profits de LVMH et on compte plus de 460 boutiques aujourd'hui dans le monde. Mais ce succès s'accompagne de quelques problèmes, notamment la contrefaçon. Louis Vuitton est l'une des marques les plus contrefaites au monde, et également le problème de la banalisation de la marque, surtout en Chine. Ce pays a longtemps représenté un véritable Eldorado pour Louis Vuitton, mais finalement, la marque a été victime de son succès là-bas, puisqu'il est devenu le hit bag de la classe moyenne et donc a perdu de son prestige. Pour faire face à cela, Louis Vuitton a mis en place une stratégie d'hyperluxe destinée aux plus grandes fortunes et aux VIP. Pour lutter contre les contrefaçons, Louis Vuitton a décidé de collaborer avec les autorités douanières des pays les plus touchés. Et il a également agi sur internet avec de nombreux procès, notamment un procès contre eBay sur lequel étaient vendus beaucoup de contrefaçons, et même Google qui a été accusé de mettre en avant des marques avec les mots-clés de Louis Vuitton. Malgré cela, Louis Vuitton reste la marque du luxe indétrônable, le joyau de LVMH. C'est une marque purement innovatrice qui a su réinventer les codes du luxe et casser l'image classique pour en faire une marque au succès mondial. Au départ simple maison familiale, c'est devenu une multinationale qui sait s'adapter aux tendances, par exemple celle du streetwear. Au final, on peut garder à l'esprit que c'est l'une des plus vieilles maisons françaises, pourtant c'est aussi l'une de celles qui a l'image la plus jeune et la plus audacieuse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt, bisous! Et pour la petite anecdote, il avait même défié un prestidigitateur. Ok. Et pour la petite anecdote, il avait même défié un prestidigitateur. Oh putain, un magicien quoi.